Une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche à Toulouse vendredi 11 février 2022 avec le philosophe Jacques Rancière autour de la publication de son ouvrage Les 30 Inglorieuses, scènes politiques 1991-2021 aux éditions La Fabrique. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus si nombreux. Nous sommes très heureux, Jacques Rancière, de vous accueillir ce soir à la librairie Ombre Blanche autour de votre dernier ouvrage paru à la Fabrique, Les 30 Inglorieuses. Pour vous présenter rapidement, vous êtes professeur émérite au département... Honoraire. Vous êtes professeur honoraire au département de philosophie de l'Université Paris 8 et l'auteur de nombreux ouvrages. Alors, je citerai Le Maître ignorant, La nuit des prolétaires, La mésentente, Le partage du sensible aussi, car vous avez beaucoup travaillé sur l'esthétique et la politique, Le temps du paysage, donc aux origines de la révolution esthétique. Je rappellerai aussi, à titre à la fois personnel, mais peut-être ici il y a des gens qui s'en souviennent, votre participation à la revue Les Révoltes logiques, en compagnie de personnages comme Arlette Farge, Jean Boreil, Geneviève Fraisse et bien d'autres. Alors, cet ouvrage est un recueil donc d'interventions avec un calque négatif dans le titre, si je puis dire, un clin d'œil malicieux aux 30 Inglorieuses qui s'opposent quelque part aux 30 Glorieuses. Dans l'avant-propos, vous écrivez que le découpage temporel ne porte pas effectivement sur des dates communément admises, je veux dire le 11 septembre par exemple, les attentats terroristes de 2015, les Gilets jaunes. Le premier repère, en fait, c'est l'essai de Fukuyama, La fin de l'histoire, qui, effectivement, nous promettait le règne de la démocratie libérale illimitée, un âge démocratique pacifié. Force est de constater que ça ne s'est peut-être pas passé ainsi. Et ma première question, il va y en avoir deux, il y en a une autre qui va suivre. Pourquoi avoir choisi le marqueur Fukuyama, si je puis dire. Et puis, vous développez à travers tout cet ouvrage la notion de consensus, qui est tout, si je puis dire, sauf un outil d'apaisement. Et vous êtes un des rares à critiquer cette illusion. Et vous écrivez ceci: consentir, c'est d'abord sentir ensemble ce qu'on ne peut pas sentir. Et peut-être que ce consensus, c'est une manière de confisquer, au fond, le débat public. À la fois, pourquoi avoir choisi Fukuyama? Pourquoi avoir centré beaucoup de vos contributions dans cet ouvrage autour du consensus? Et où en sommes-nous aujourd'hui dans le débat public? Merci, Jacques Rancière, d'être avec nous ce soir. Merci de votre invitation. Merci à toutes et tous d'être ici pour nous accompagner. Alors c'est une très vaste question, bien sûr. Je répondrai peut-être petit à petit parce qu'on ne peut pas tout dire à la fois. Au départ, il y a le fait que j'avais publié, c'était en 2009, un recueil qui s'appelait Moments politiques, qui était un recueil en fait, qui avait d'abord été demandé par un éditeur canadien, Lux, puis la Fabrique s'y était associée. Donc c'était paru en 2009 et l'idée d'abord de l'éditeur, c'était de publier ce livre actualisé, quoi. Et puis, disons, petit à petit, l'idée s'est faite que c'est pas la peine de tout finalement, simplement reprendre ce qui avait été publié il y a 12-13 ans, mettant simplement des titres en plus.
mais qu'il valait peut-être mieux essayer de donner une cohérence à un ensemble de textes. Parce que bon, le premier ensemble, c'était juste des textes, ça a commencé en 77, 78, puis il y en avait comme ça de temps en temps qui s'ajoutaient, quoi. Alors donc voilà, c'était l'idée de trouver une cohérence et du même coup peut-être de réduire, de ne pas tout prendre. À ce moment-là, je ne sais plus très bien exactement que j'ai pensé à une espèce de coupure temporelle, qui n'est pas tellement, disons, le livre de Fukuyama, là, la fin de l'histoire et le dernier homme en lui-même, mais simplement pour ce qui ponctuait. Parce que malgré tout, le point de départ, c'est quand même, bien sûr, l'effondrement de tout le bloc soviétique, c'est-à-dire la fin d'une division du monde en deux, quoi. Et par conséquent, une espèce en quelque sorte, de moment où on sortait de la vieille opposition démocratie-totalitarisme qui avait scandé, c'était l'opposition officielle, hein, qui scandait les choses. Et tout d'un coup, d'une certaine façon, il n'y avait plus d'alternative à une forme de gouvernement des pays riches, qu'on appelle démocratie, on pourra revenir sur la légitimité de cette appellation. Donc voilà, c'était le moment où, en quelque sorte, il n'y avait plus de division du monde en deux, il n'y avait plus de système économique alternatif. Et ça, c'est un point important. Donc voilà, à ce moment-là, donc, il y a un idéologue qui annonce fièrement que, puisque, au fond, la grande division était finie, désormais, il n'y avait plus qu'un seul régime, qu'un seul système économique, qu'un seul système politique ou gouvernementale en tout cas, appelée démocratie, et que désormais on entrait dans une autre ère, on entrait dans une ère qui était plus celle justement des divisions, des querelles, des conflits, des luttes de classe, mais un monde où, justement, démocratie ne voudrait plus dire, au fond, lutte, division, lutte de classe, mais voudrait dire, au fond, une sorte de mode de gestion des affaires, quoi, où désormais, on n'allait plus se battre, on allait discuter, transformer les conflits en problèmes, réunir des partenaires, trouver des solutions, et avec toujours donc cette idée d'une sorte d'adéquation désormais entre un système économique et un système gouvernemental. Pour moi, en un sens, voilà, il y a cette coupure. Cette coupure, donc c'est pas simplement un livre, mais il y a un moment où il y a une espèce de coupure historique de fait, et se développe une certaine idée de la démocratie comme étant le seul avenir de la civilisation en général. Ce que j'ai essayé effectivement d'étudier, mais assez tôt, c'est qu'est-ce qu'on entendait par là. Qu'est-ce qu'on entendait par là, cette espèce d'idée que la politique comme forme de division, que la politique comme champ des luttes, c'était fini, et que désormais on entrait dans un monde où on allait simplement discuter, s'arranger. Et disons que j'ai un petit peu travaillé sur cette idée du consensus, parce qu'il y a eu ce moment très fort où il y a eu cette identification entre démocratie et puis consensus. Mon problème étant, qu'est-ce que ça veut dire exactement consensus, quoi. Il m'a semblé assez rapidement que le consensus, ça ne veut pas dire que on essaye de discuter pour se mettre d'accord plutôt que de se bagarrer, ce que tout le monde trouve sympathique. Il n'y a pas de raison de se bagarrer si on peut se mettre d'accord. Mais le consensus, c'est autre chose. Le consensus, c'est d'abord l'identification entre un type de système économique et un type de système politique, et aussi, on peut dire, un mode de vie. On peut dire la démocratie ou le consensus, ça devenait la même chose, à savoir, en quelque sorte, le mode de vie, de gouvernement et le système économique en vigueur dans les pays riches, en quelque sorte, étendu à l'univers entier. C'était ça l'idée du consensus. Ça ne voulait pas du tout dire à ce moment-là que, simplement, on allait se mettre d'accord gentiment. Non, ça voulait dire qu'on reconnaissait désormais une espèce de nécessité globale, qu'on appelait mondialisation, globalisation, qui s'est imposée comme une sorte de nécessité. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont la vieille nécessité historique, objective, qui avait été plutôt l'apanage du marxisme, est devenue une espèce de credo officiel pour la doctrine même de nos États. Donc voilà, le consensus, ça a voulu dire ça, cette espèce d'adéquation désormais entre un système du libre marché, mais du libre marché, disons pas classique, du libre marché absolutisé, et puis une certaine forme de gouvernement, et puis une certaine manière d'être. Voilà, et la question à ce moment-là, c'est que consensus, ça ne voulait pas se dire, on essaie de se mettre d'accord, mais on se met d'accord d'abord sur le fait qu'il n'y a rien à discuter, puisqu'il y a une nécessité objective, et qu'on doit s'y plier. On doit s'y plier, sauf qu'il y en a qui s'y plient pas, quoi. Sauf que précisément, il y a aussi un tas de gens qui tombent en dehors, en quelque sorte, de cette espèce d'harmonie préétablie, supposée entre mode, disons, un système économique, mode de gouvernement, et puis mode de vie. Et à ce moment-là, effectivement, le consensus n'est pas simplement une espèce d'accord BA sur la nécessité des choses, mais il devient effectivement une espèce de règle de partage du monde entre ceux que le consensus inclut et puis ceux qui se trouvent en dehors. Tout ça, très rapidement, mais on pourra être un peu plus précis. Tout à fait, mais ça rappelle nos alternatives de Thatcher. Oui. Et je me souviens qu'en 1995, par exemple, il y avait les archaïques et les autres. Et je crois que cette vieille notion d'archaïsme est liée à cette question-là, quelque part, puisque
Effectivement, il y avait ceux d'en bas, comme l'on dit, les gens de peu, qui comprenaient rien, évidemment, et d'ailleurs ils continuent à ne rien comprendre, c'est bien connu, et ils étaient stigmatisés quelque part par cette idée, c'est-à-dire ils ne marchaient pas dans le consensus. Et peut-être aussi qu'est né contre le consensus après, et vous l'abordez dans votre ouvrage, tout le mouvement, toutes les occupations, par exemple, les occupations de place, Nuit debout, les gilets jaunes aujourd'hui, à leur rond-point, si je puis dire, et donc qui viennent, je dirais, s'opposer à ce fameux consensus, le battre en brèche, mais dont on dit évidemment toujours que de toute façon, ils n'y arriveront pas, c'est bien connu. Oui, alors bon, encore une fois, le consensus, bon, ça veut dire aussi bon, une certaine idée, bon, évidemment, de l'évolution historique. Bon, on a tous, enfin, les gens de ma génération bon, ont appris l'histoire à travers le prisme marxiste, à savoir bon, bah, l'idée qu'il y a des forces qui vont de l'avant, qui sont portées par le mouvement historique, et puis qu'il y en a qui freinent, qu'il y en a qui ne comprennent pas, qu'il y en a qui sont retardataires. Bon, donc dans un petit peu la vision marxiste bon, classique, il y avait toujours cette idée que bah, des forces qui tirent en arrière, de la petite bourgeoisie, de toutes ces forces plus ou moins rétrogrades, qui essayent de freiner le mouvement de l'histoire, qui ne comprennent pas que le mouvement de l'histoire finalement conduit au socialisme, conduit à la révolution. Alors bon, ce qui est intéressant, c'est le moment où cette opposition a été reprise, simplement reprise de l'autre côté. Effectivement, j'ai un peu marqué ce moment de 1995, qui était important, donc le moment des grandes grèves contre les mesures portées atteinte, prouvons première atteinte au régime des pensions. Quoi. Bon, il y a eu ce grand mouvement de grève en 95. Il y avait effectivement bon, le gouvernement qui disait mais on ne peut pas faire autrement. Quoi. C'est-à-dire que bon, objectivement, compte tenu des nécessités économiques globales, compte tenu de ce qu'est le monde aujourd'hui, on est obligé de rogner sur les avantages sociaux. Quoi. Bon, il y a eu cette grève énorme. Et puis il y a eu effectivement, on a vu tout d'un coup une espèce de mouvement assez fort dans une intelligentsia bon, largement venue de la gauche, quoi, qui ont dit mais oui, mais c'est vrai. Bon, il y a une nécessité objective globale, une solidarité globale, et puis il y a des gens qui sont des archaïques, quoi. Ces gens qui font la grève, ce sont des gens accrochés à leurs privilèges. Bon, c'est le moment où avantage social est devenu le synonyme de privilège. On a commencé à parler, pour tout ce qui était donc un peu les acquis des luttes sociales de dizaines d'années, on a commencé à parler de privilèges et d'archaïsme. Donc effectivement, il y avait ceux qui allaient de l'avant, et puis il y avait bon, bah, alors que bon, dans la tradition marxiste, on peut dire la classe ouvrière, disons les travailleurs, syndiqués, etc., c'était justement ceux qui allaient de l'avant. Tout d'un coup, ça devenait ceux qui retardaient le mouvement, retardaient le progrès, s'attachaient à leurs privilèges. Bon, il y a eu ce moment, effectivement, extrêmement important qui n'a fait que se confirmer, ou qui a été un petit peu le point de départ du ralliement de toute une intelligentsia de gauche à cette fameuse bon, nécessité globale, et donc cette espèce de stigmatisation de tous ceux qui luttaient contre cette nécessité globale. Quoi. Ça, c'était le premier temps. Bon, après ça, effectivement, bon, il est resté de ça le fait qu'il n'y avait plus, au fond, cette espèce d'horizon pour les luttes sociales, d'horizon d'une histoire qui a vécu pendant très très longtemps. Il y avait cette idée que le mouvement social, le mouvement révolutionnaire, était un mouvement qui était porté par le sens de l'histoire. Et puis, bon, à un moment donné, bon, le sens de l'histoire était confisqué par l'ennemi. Quoi. Il était confisqué par l'ennemi, ça veut dire qu'il y a eu un moment où, au fond, la tentative d'opposer un autre monde à ce monde officiel, forcément, a dû se constituer, d'une certaine façon, orpheline de cette histoire qui était censée porter le mouvement. Effectivement, c'est ce qui a caractérisé tous ces mouvements, les mouvements des occupations, les mouvements des indignés, les mouvements des places, puis bon, les gilets jaunes. À savoir, bon, d'une certaine façon, on essaye de refaire de la communauté, parce qu'il y avait un moment où on peut dire que la communauté, elle existait presque portée par la réalité. Puis tout d'un coup, bon, effectivement, bon, en plus avec les destructions des usines, les destructions de toutes les formes de solidarité sociale, bon, il y a un moment où tout d'un coup, on n'a plus affaire à des puissances globales, bon, le capital financier, l'État, et puis des individus plus ou moins séparés. Du même coup, on peut dire que tous les grands mouvements démocratiques récents ont été comme des mouvements pour refaire de la communauté, à partir du moment où il n'y a plus de communauté en quelque sorte bon, instituée avec une espèce de mission historique ou de vocation historique à la lutte. Pour prolonger un peu ce que vous venez de dire, et vous avez un peu abordé cette question où une partie voire une grosse partie de l'intelligentsia de gauche, comme l'on dit, a, je dirais, épousé en quelque sorte la cause de ce réalisme qu'il fallait rejoindre. Et vous parlez, dans votre ouvrage, de justement cette passion de l'intelligentsia autour de deux questions. D'une part, celle de la violence raciste aujourd'hui et celle de la question républicaine. Est-ce que vous pourriez développer ces aspects ?
On peut toujours essayer. Merci. Non, ce qui effectivement a été, disons, un des éléments du retournement, en quelque sorte, de la grande espérance démocratique, ça a été effectivement ce ralliement de toute une part de l'intelligentsia de gauche, même éventuellement l'intelligentsia qui a été révolutionnaire, on s'était cru révolutionnaire, à l'ordre dominant, quoi. Ça a pris deux formes. Ça a pris une espèce de première forme, à savoir cette espèce de ralliement à la nécessité objective globale, quoi. Et puis ça a pris une deuxième forme avec, je dirais, quelque chose comme une espèce de combat de substitution qui a été le combat républicain. Le combat républicain, c'est-à-dire qu'il y a un moment, malgré tout, on peut dire que, voilà, toujours un peu le même problème, à savoir que j'ai connu une époque, moi, où, disons, un petit peu la doxa intellectuelle, c'était la classe ouvrière qui devait diriger les intellectuels, quoi. Et puis bon, quand la classe ouvrière n'a pas rempli son rôle, ou a déçu les intellectuels, un certain nombre de gens se sont dit que non, il fallait retourner les choses et que malgré tout, il fallait éduquer les gens, quoi. À ce moment-là, il s'est créé une espèce de grande polarisation sur la question de l'école, avec l'idée, ce qui en fait favorise l'égalité, c'est pas la lutte sociale, c'est la distribution égale du savoir. Il y a eu cette espèce de grand mouvement dit républicain qui s'est donc développé autour de l'idée de l'école, de l'idée au fond, que ce qui est important à l'école, c'était le partage du même savoir à tout le monde. Alors bon, il y a avec deux choses. Premièrement, cette espèce de reprise un petit peu d'une idéologie progressiste qui a quand même toujours été problématique, quoi. À savoir que c'est la diffusion du savoir qui produit le progrès, quoi. Ce qui malheureusement n'est pas si simple, quoi. Et puis deuxièmement, à partir de là, bien sûr, c'est greffé la question de ce qu'on a appelé le communautarisme. C'est-à-dire que très vite, la grande mission civilisatrice, progressiste de l'école s'est trouvée une espèce d'ennemi qui était la jeune fille qui portait le foulard, quoi. Et à ce moment-là, il y a eu cette espèce de raidissement extrême qui a produit quoi? Qui a produit finalement une espèce d'extraordinaire argument, on peut dire apporté aux idées racistes et xénophobes, à partir d'une lutte supposée républicaine contre le communautarisme. Donc c'est ce moment, en quelque sorte, où il y a un idéal déclaré universaliste qui est devenu en réalité un idéal parfaitement particulariste, particulariste et intolérant. C'est-à-dire que une notion comme la laïcité, qui était plus ou moins une notion de neutralité de l'État, est devenue une espèce de vertu. Il fallait être laïque. C'était plus à l'État d'être laïque, c'était aux gens, et particulièrement aux jeunes filles de religion musulmane, d'être laïques. À elles, à leur mère, il y a de manière générale toutes les femmes de cette communauté-là, quoi. Donc on sait que ça continue, quoi. On sait que ça continue, et l'intéressant, c'est même l'évolution du mot républicain, quoi. Dans les années 80, il y a eu cette espèce de remise un petit peu à l'honneur du mot républicain, précisément, on peut dire, au moment où le socialisme, le communisme, toutes ces choses-là apparaissaient un peu mal en point. Tout d'un coup, le républicanisme est devenu l'espèce de grand horizon, l'espèce de grande base, en quelque sorte, du progrès social. Et ce qui est intéressant, c'est la manière, quand même, dont ça a évolué, quoi. C'est quand même tout à fait intéressant de voir, par exemple, qu'à un moment donné, le parti de droite a changé de nom, il s'est appelé les Républicains. Actuellement, on voit toute une série de groupuscules d'extrême droite où il y a républicains dans leur titre, quoi. C'est-à-dire, il y a eu cette espèce vraiment de renversement. Je crois qu'on en est là aujourd'hui, à savoir, il y a eu pendant très très longtemps ce qu'on pourrait appeler une espèce de racisme quand même un peu, disons, un peu sale, quoi, un peu sale. C'est-à-dire, les gens qui disent que les Noirs, ils sont paresseux, que les immigrés nous prennent notre travail et tout ça, c'est plus très très bien vu, quoi. Mais quand on dit qu'ils sont communautaires et pas républicains et pas laïcs, alors là, ça, c'est autre chose. Vous montrez aussi, dans ce cadre-là, que ça n'est pas que le peuple qui est raciste, si je puis dire. C'est aussi ceux d'en haut, comme vous dites. Et ça, c'est important, je crois, de le noter dans le discours ambiant. Oui, d'abord, il y a quelque chose sur la notion même de peuple, comme j'ai toujours été réticent à cette espèce de façon de considérer que le peuple, ça désigne une réalité comme ça donnée, évidente, quoi. Et j'ai toujours essayé de dire, non, un peuple, c'est pas une espèce de substance comme ça collective, c'est même pas un rassemblement. Un peuple, c'est quelque chose comme le résultat d'un certain nombre de pratiques, d'institutions, de discours. Il y a des formes de peuple. Je dirais, effectivement, le communisme avait une certaine forme de peuple. Zemmour a son peuple. Le Pen a son peuple. Le système électoral crée un certain type de peuple. Donc, au fond, un peuple est toujours le résultat d'un certain nombre d'institutions et de pratiques. Ça, c'est une première chose. Mais ça dit qu'il y a cette espèce, effectivement, de confort un peu du discours officiel, qui d'ailleurs, disons, s'est exprimé dans la fameuse notion de populisme, quoi. À savoir que les idées pas sympathiques ou les idées quand même un peu extrêmes, racistes, justement, c'était l'expression des couches populaires au sens des couches, disons, un peu les plus primitives de la population ou bien les plus pauvres ou que sais-je. Il y a eu cette espèce d'argumentation toujours qui croit que ce sont toujours les gens qui ont perdu leur emploi, les gens qui sont précarisés, qui en quelque sorte engendrent le racisme, etc. Or, ce qui est quand même très très frappant, effectivement, c'est cette espèce de constitution de ce que j'ai appelé un racisme
tombe d'en haut, sous prétexte effectivement d'enlever au racisme sale ses arguments, toute une série, non pas seulement de mesures, mais finalement toute une espèce de discours, toute une vision du monde, toute une série de représentations qui en fait n'ont fait que conforter en réalité les idées racistes, mais effectivement en leur donnant quelque chose comme une espèce de dignité politique et intellectuelle. À ce propos, je ne saurais trop conseiller pour ceux qui achèteront cet ouvrage, évidemment, à la fin de la rencontre, le texte de Jacques Rancière sur 7 règles pour aider à la diffusion des idées racistes en France, qui est un beau morceau à la fois profond et ironique, je dirais, Jacques Rancière. Effectivement, c'est un texte que j'ai dû écrire donc en 96, disons fondé sur la simple constatation que toutes les prétendues formes de dénonciation de l'extrême droite, alors là c'était vraiment très très localisé, c'était vraiment le Front National, que toutes ces formes de dénonciation continuelle n'avaient qu'un seul résultat qui était de populariser au maximum ces idées, de les renforcer et en même temps de les rendre un peu, comme on dit souvent maintenant à l'époque, incorrectes donc finalement attirantes, quoi. Donc voilà, donc j'ai écrit ce texte qui s'appelait ironiquement 7 règles. J'ai essayé de synthétiser un peu toutes les manières dont l'opinion bien pensante prétendait s'opposer au racisme de l'extrême droite, en essayant de montrer à chaque fois que c'était exactement ce qu'il fallait faire si on voulait la développer, quoi. Donc j'ai appelé ça 7 règles en disant, mais de toute façon c'est déjà appliqué, mais on peut toujours faire mieux avec de la méthode, quoi. Or, malheureusement, je constate qu'effectivement, on n'a pas cessé de faire mieux depuis, quoi. C'est-à-dire que, ce qui est en même temps à la fois amusant et en même temps un peu désespérant dans ce texte, c'est qu'on peut dire qu'on pourrait les reproduire tels qu'aujourd'hui sans changer une seule ligne, quoi. Bon, et en même temps, on voit bien que, disons, la machine continue, quoi. Jacques Rancière, à la librairie Ombre Blanche, vendredi 11 février 2022, à l'occasion de la présentation de son ouvrage « Les 30 Inglorieuses » paru chez La Fabrique Éditions. Autre question que vous abordez, la question de la démocratie et de la pratique électorale. Question qui a été abordée en quelque sorte à travers aussi la question du pouvoir d'une part et de la démocratie et de ce qui fait peuple, vous venez de l'évoquer, a été abordée notamment lors de la période des occupations. Leur Nuit debout avait abordé cette question. Les Gilets jaunes l'abordent aussi à leur façon. Et vous posez la question de la démocratie et de sa représentation. Et j'observe que vous êtes un partisan, je serais tenté de dire, entre guillemets, du tirage au sort. Qu'est-ce à dire ? Bon, simplement, j'ai rappelé une chose toute simple en même temps, effectivement, quand on l'a dit, on a l'impression de dire des énormités, quoi. C'est une chose tout simple que le système dans lequel nous vivons, qu'on appelle démocratie, n'est pas la démocratie, c'est tout. C'est-à-dire, il peut être très bien ce système, on peut le trouver très bien, mais c'est pas la démocratie. C'est-à-dire que l'idée même de représentation est, complètement antinomique à l'idée de démocratie. Et les gens qui ont inventé le système représentatif l'ont inventé, on peut dire, pour contrer la démocratie, par peur de la démocratie ou pour civiliser la démocratie. Donc voilà, ce qui est clair, c'est que, disons, il y a déjà un abus dans le fait d'appeler démocratie le système représentatif, qui est un système parfaitement oligarchique et qui est encore plus finalement qu'à l'époque où il a été inventé. Donc ce qu'on a actuellement, c'est proprement quelque chose comme un système représentatif dégénéré, quoi. Et c'est ça qu'on appelle démocratie. Pour moi, c'est un point important à fixer, quoi. Et j'ai rappelé effectivement que dans la démocratie, il n'y a pas de représentation, il y a simplement une délégation. Une délégation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont chargés d'exécuter les volontés du peuple, quoi. Et j'ai rappelé effectivement que c'était, dans la démocratie antique, ils étaient désignés non pas par élection, mais par tirage au sort. Quand j'ai commencé à parler de ça, c'était vraiment un truc invraisemblable. Maintenant, il y a pas mal de gens qui l'ont repris, il y en a même qui en mettent dans leurs programmes électoraux, ce qui est très bien, tout en étant un peu paradoxal, quoi. Mais enfin, effectivement, c'est-à-dire pour moi, la démocratie, c'est le pouvoir des égaux en tant qu'égaux.
ce qui a l'air d'être rien, mais quand il faut le mettre en pratique, c'est autre chose. Ce qui veut dire que fondamentalement, s'il y a une délégation, elle ne peut pas être fondée sur une différence supposée de compétences entre les gens qui délèguent et les gens qui reçoivent la délégation. En ce sens, le tirage au sort correspond au mode, on peut dire, de délégation propre à un peuple qui est un peuple d'égaux, quoi. Par ailleurs, il est clair que le tirage au sort a un certain nombre d'avantages tout à fait évidents. Le premier avantage étant de supprimer la professionnalisation de la politique, et puis, disons, bien sûr, de supprimer la corruption, parce que corrompre des gens qui, de toute façon, ne seront plus là la prochaine fois, et qui seront... Voilà, ça devient très, très difficile. Donc, je pense que c'est un système qui pourrait très bien être appliqué, quoi. On peut tout à fait imaginer, par exemple, mais ça, c'est genre ça comme ça. Moi, je ne fais pas du tout de programme électoral. On pourrait très bien imaginer que, voilà, on a actuellement 2 chambres. On a une chambre, une chambre des députés, et puis on a un Sénat qui est en gros, au fond, une espèce de représentation un peu plus oligarchique que l'autre, quoi. On pourrait très bien supposer de remplacer le Sénat, par exemple, par une chambre désignée par tirage au sort. Je ne dis pas que ça sauverait le monde. Je dis que c'est une chose qui est pensable, qui est imaginable. Cela dit, ce que je dis aussi, c'est que ce n'est pas une affaire de recette. Effectivement, il y a des gens maintenant qui disent on va mettre du tirage au sort. C'est très bien que l'idée se développe, quoi. Mais fondamentalement, de toute façon, ça ne fonctionne pas comme ça, la politique. Ça ne fonctionne pas par recette. L'idée d'une mesure, elle est liée aussi à un certain type de mouvement. Pour que le tirage au sort, ça ait un sens, il faudrait que le tirage au sort, ça s'installe dans une espèce de puissance collective démocratique en marche, ce qui n'est pas le cas actuellement, quoi. En lisant votre ouvrage, je me suis demandé donc comment vous définiriez le moment politique, parce qu'on a l'impression qu'on est sur des périodes où, donc, je ne dis pas qu'il ne se passe pas rien, mais où il est difficile, et notamment aujourd'hui dans la situation où on a l'impression que, effectivement, des alternatives, comme l'on dit, entre guillemets, on n'en voit pas beaucoup. Qu'est-ce que pour vous le moment politique et le moment de l'émancipation ? Ce qui revient à des travaux antérieurs que vous avez menés sur cette question. Pour le dire très simplement, on vit dans un monde où on peut dire que toutes les décisions qui concernent la collectivité sont censées devoir être prises par des gens qui sont des gens compétents, quoi. On vit justement sur cette espèce d'idée qui est héritée du système représentatif un peu à l'américaine, style Jefferson, John Adams, etc., quoi, à savoir qu'au fond, il y a une espèce de petite élite de gens qui sont finalement à la fois plus instruits que les autres, plus dévoués que les autres, plus prescriptifs que les autres, et que c'est ceux-là qui ont mission un petit peu de conduire un petit peu la collectivité, tout en restant très très proche, quoi. Cette idée un peu des pères fondateurs américains, elle s'est complètement transformée, puisque les politiciens sont devenus une classe professionnelle, quoi. Donc il n'a plus rien à voir avec l'idée représentative originelle. D'une part, disons l'élite qui est censée nous gouverner, il se fait de politiciens professionnels, appuyés bien sûr par des experts. Ça, c'est pas la peine d'en parler. Disons, malgré tout, depuis 2 ans, on voit ce rôle un petit peu des experts, ce rôle des savants, pour décider un peu au jour le jour, finalement, de notre destin. L'idée normale, c'est l'idée que qu'on n'est pas capable. C'est l'idée que fondamentalement, le nombre de gens qui peuvent décider du destin collectif est un nombre extrêmement restreint. Donc je veux dire qu'il y a un moment politique, disons précisément lorsque cette idée est brisée, qu'elle est brisée pas simplement par des discours, mais qu'elle est brisée dans la pratique, quoi. C'est-à-dire qu'elle est brisée au moment où il y a des gens qui disent non, quoi. C'est-à-dire au moment où on dit voilà, c'est la nécessité, le gouvernement qui est sage se range à la nécessité, les experts qui sont experts, les savants, les intellectuels qui sont un peu qui ont réfléchi, qui ont pris de la hauteur, comme on dit, disent qu'on peut pas faire autrement, quoi. Puis il y a des moments où il y a des gens qui disent non, on peut très très bien faire autrement. Et c'est ça, d'une certaine façon, un moment politique. C'est-à-dire, au fond, une espèce de moment où se suspend une forme de consentement à un ordre, qui est l'ordre espèce de subordination de ceux qui ne savent pas à ceux qui savent, ceux qui sont incompétents à ceux qui sont compétents. Fondamentalement, la démocratie, c'est l'idée qu'il y a une compétence, qu'on peut dire, spécifique des incompétents. Et c'est le moment où ça se déclare, effectivement, ça s'est déclaré un certain nombre de fois à travers, justement, les mouvements des indignés, les mouvements des places, Nuit debout, les Gilets jaunes, les mouvements Occupy, l'Irak algérien. C'est ça pour moi un moment politique où les gens dont on disait qu'ils n'étaient pas capables de penser et d'agir pour la communauté décident que oui, ils en sont parfaitement capables. Ce que vous appelez faire communauté, quelque part. Faire communauté, on fait toujours communauté, si tu voulais, mais on fait communauté d'une autre manière. Il y a un mode de communauté qui est le mode de communauté où il y a les gens qui ont les visions d'ensemble, et puis il y a les autres qui suivent, quoi.
Puis il y a un mode de communauté où on décide que tout le monde a la capacité de penser et d'agir pour tous. Parce que vous dites bien dans cet ouvrage que, effectivement, la majorité des politiques ont ce que vous appelez la passion de l'inégalité. Bon, je pense qu'il faut peut-être réintroduire en quelque sorte dans la vision de la politique cette notion de passion, précisément parce que justement on est dans une espèce de monde qui est supposé être complètement rationalisé, où toutes les décisions se présentent justement comme étant le produit d'une pure nécessité ou disons les conséquences inévitables d'un enchaînement de causes, quoi. Bon, je crois à un moment donné il faut dire non, il y a véritablement une passion, une inégalité. Bon, l'égalité et l'égalité ne sont pas simplement des états de fait, quoi. Ce sont proprement des passions, et des passions qui suivent leur logique. Bon, c'est ce que j'essayais de dire déjà un petit peu en 95, lorsqu'il y a eu un petit peu ce grand retournement, quoi. C'est-à-dire que bon, il n'y a pas simplement le fait qu'il faut faire des économies, sur la santé, sur les transports, sur tout ça. Il y a un moment où disons, il y a les gens d'en haut ne supportent plus l'idée que n'importe qui puisse se faire soigner gratuitement, que n'importe qui puisse, disons, utiliser les transports en payant rien ou presque pas. C'est-à-dire le moment, par exemple, où les riches ne veulent plus payer. Payer les impôts pour les riches est devenu insupportable. L'idée que quand on est riche, on doit donner de l'argent. Bon, on sait qu'à une époque comme ça, il y avait les grands exemples américains. Bon, l'idée que si Dieu vous a permis de devenir riche, bon, il faut quand même y faire un peu pour ceux qui ne le sont pas, quoi. Or, on a vu vraiment ce moment où cette idée, en tout cas, a complètement disparu. Ça ne veut pas dire que les riches ne font pas effectivement des fondations, du genre, disons, fondations artistiques, etc., bon, qui servent aussi à leur propre gloire, quoi. Mais il y a un moment où, disons, l'idée qu'il fallait qu'ils payent des impôts, qui allait servir justement à ce que les types qui n'ont pas été capables de se débrouiller mieux que ça puissent être soignés gratuitement, puissent, disons, se déplacer sans payer trop d'argent, c'est devenu intolérable. Et bon, je l'ai vu aussi quand même, pour moi, un peu dans le milieu qui est dit intellectuel. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les gens ont dit, il y en a marre de tout ça, quoi. Il y en a marre toujours, lire les pauvres, les malheureux, ça suffit, ça suffit, quoi. C'est de leur faute, ils sont comme ça. De toute façon, ils ne comprennent rien, donc c'est bien connu. Oui. Donc, salaud de pauvre, comme on avait dit dans un certain film. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'on est dans une période de recul de l'émancipation ou du combat émancipateur ? On est dans une période, en tout cas, certainement basse, disons, pour les idées et les pratiques de l'émancipation. Parce qu'effectivement, on est quand même dans un monde où on peut dire que pour l'instant, c'est quand même, disons, les ennemis de l'émancipation qui tiennent le haut du pavé, qui nous gouvernent aussi bien sur le plan du système financier que sur le plan du système étatique, interétatique et supra-étatique, que les désirs d'émancipation, que les pratiques émancipatrices n'existent pas. Non, on voit effectivement malgré tout un peu l'exemple. On peut penser par exemple quand même à ce qui s'est passé au Chili, il y a 2 ans, quoi. Et la façon dont justement un mouvement qui au départ est parti sur quelque chose comme une question de prix des transports, quoi. C'est un peu la même chose que la taxe sur les carburants pour les gilets jaunes, quoi. Alors bon, dans une espèce de logique habituelle, le prix des transports, c'est un truc vraiment réformiste, misérable, petit bourgeois, arriéré, etc. Et puis tout d'un coup, c'est devenu quelque chose comme la mise en question de tout un système de gouvernement, de tout un ordre, quoi. On voit tous les jours des formes d'expérience, pas très développées peut-être, mais qui sont des expériences d'essayer de construire un monde qui fasse droit, non pas seulement aux besoins de tous, mais à la capacité de tous. Bon, ça on le voit tous les jours, mais effectivement, on peut dire que c'est quelque chose qui est pour l'instant un peu minoritaire et qui a du mal à se remettre, le fait que il n'y a plus d'horizon en quelque sorte historique qui soutienne les mouvements d'émancipation. Question qui prolonge celle-là. Qu'est-ce que vous répondriez, parce qu'il y a tout un discours aussi sur, compte tenu de l'évolution de notre époque, ce qu'on appelle le retour aux années 30. Est-ce que vous pensez qu'il y a, je dirais, des concordances, pas de concordances, que c'est quelque chose de totalement nouveau, puisque quand même le fascisme, lui, est bien présent? Bon, je pense quand même qu'on est assez loin des années 30, parce que par exemple, disons, quand même, la grande menace communiste, elle n'existe pas, quoi. Ce qui a quand même justifié l'armement de toute une série, malgré tout, de milices, qui ont été aussi un petit peu, malgré tout, les instruments d'accession au pouvoir du fascisme ou du nazisme, quoi. Donc, c'est sûr que, il y a, disons, ce contexte, en quelque sorte, de la croisade anticommuniste qui peut bien exister, quoi. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, on est actuellement dans un système où
Ça dépend vraiment beaucoup des pays. Ça dépend vraiment beaucoup des pays. Si on pense l'exemple français, dans les années 30, il y avait toute une sorte, il y a plein d'organisations paramilitaires, si vous voulez. Disons, le fascisme historique a été quand même beaucoup ancré dans ces organisations paramilitaires, si vous voulez, d'extrême droite. Actuellement, l'extrême droite fonctionne beaucoup plus, je dirais, en diffusant des idées, si vous voulez. L'extrême droite, c'est d'abord une espèce finalement, malgré tout, de composante électorale, que c'est une composante idéologique. Et on voit bien que ça fonctionne beaucoup plus par une espèce de corruption en quelque sorte interne, c'est-à-dire la façon dont finalement les idées de l'extrême droite ont été pratiquement reprises par la droite dite traditionnelle ou dite modérée, quoi, oui, puisque... et par une partie de la gauche, quoi. Il y a une espèce, disons, je parle de chez nous, c'est complètement différent dans d'autres pays, beaucoup plus une espèce d'imprégnation générale, de cette idée d'extrême droite que cette espèce de développement vraiment de forme de guerre civile qui était dans les années 30. Quoi. Oui, puisqu'un ministre a déclaré il trouvait que Marine Le Pen était trop molle. Oui, non, bien sûr. Je cite de mémoire, et ça fait partie de cette ambiance. Vous avez aussi 2 articles, si je puis dire, dans cet ouvrage, sur un exercice, là aussi, qui dure depuis pas mal d'années, c'est la liquidation de mai 68. Et la façon dont on le pratique. Est-ce que vous pouvez développer là-dessus, sur la façon dont on essaie de liquider, si je puis dire, la pensée 68, en quelque sorte? C'est un peu compliqué parce que penser 68, c'est pas tellement facile, mais ce qu'on a vu quand même se développer, c'est l'idée que précisément, il y a 2 couches, quoi. Il y a le discours un peu officiel, à la Sarkozy, c'était le grand thème de la campagne de Sarkozy en 2007. Au fond, l'idée que si la France va pas de l'avant, si elle joue pas son rôle, peut dire dynamique dans un monde comme ça qui est en marche, quoi, c'est précisément à cause de cette espèce de persistance des idées libertaires, finalement une espèce de refus du travail, de toute une série d'idéologies anarchisantes qui viennent de 68. Ça, c'est la forme, je dirais, en quelque sorte, la plus grossière, quoi. Et puis, il y a la forme plus raffinée qui a été de dire, mais attention, en fait, pourquoi est-ce qu'on a cette offensive capitaliste aussi agressive, etc. C'est à cause de 68. Les grandes thèses qui ont beaucoup alimenté la pensée dite républicaine précisément, à savoir, mais pourquoi est-ce qu'on est comme ça complètement maintenant submergé sous la loi du marché? C'est à cause des gauchistes. 68, ça a été la liquidation des formes d'autorité traditionnelle, la famille, la religion, l'école, etc., qui étaient justement les freins à l'expansion indéfinie du marché, quoi. Et 68 a fait ils ont bougé tout ça. Il y a eu la grande thèse suivant laquelle le capitalisme rénové, tout le monde avait repris les idées des gauchistes, que les gauchistes en 68, ils voulaient de l'autonomie, de la créativité, et que bien sûr ça a été repris par le management capitaliste, et qu'en quelque sorte, donc par conséquent, au fond, c'était les gauchistes qui étaient responsables de tous nos maux, quoi. Donc il y a ces espèces de couches, quoi, en quelque sorte. Où premièrement, les gauchistes sont responsables du désordre qui empêche la France d'aller en avant, quoi. Et puis deuxièmement, plus profondément, que c'est eux en réalité qui ont régénéré un capitalisme absolument épuisé, qui lui ont donné ces idées, ces méthodes nouvelles, etc. Qui est une vaste plaisanterie, mais qui a toute l'autorité de la sociologie quand même pour elle, quoi. Vous refusez, Jacques Rancière, l'appellation, si je puis dire, d'intellectuel. Souvent, vous dites non, je ne suis pas un intellectuel. Alors qu'êtes-vous ? Moi, je suis un enseignant à la retraite, un chercheur toujours actif, et puis un écrivain ou un écrivain. C'est-à-dire que je me définis par ce que je fais, quoi. Parce que le terme intellectuel suppose qu'il y a des gens qui auraient l'espèce de spécificité de se servir de leur intelligence. Or, j'ai quand même, c'est pas seulement une idée dans ma tête, c'est quand même une constatation que tout le monde s'en sert de son intelligence, quoi. Je veux dire qu'il n'y a pas de catégorie de gens dont la spécificité serait de se servir de son intelligence. Il n'y en a pas, du moins, je dirais, ça n'est fondé sur rien, quoi. Il y a des gens qui sont philosophes, qui sont écrivains, qui sont sociologues, qui sont tout ce qu'on veut, et qui par ailleurs interviennent dans le débat public, etc., quoi. Très bien, très bien. Mais appeler ça des intellectuels, parler des intellectuels, c'est vraiment supposer qu'il y a des gens qui ont le privilège de l'intelligence. Pour moi, j'ai toujours dit, c'est la définition même de la bêtise. La bêtise, c'est le propre des gens qui se croient qu'ils sont plus intelligents que les autres. Ça, c'est fondamentalement ce que j'ai tiré de Joseph Jacotot, donc de l'idée de l'émancipation intellectuelle et du maître ignorant, à savoir que, précisément, disons, l'égalité des intelligences, ça veut dire qu'on suppose
que tout le monde a la même intelligence, quoi. La bêtise commence lorsqu'on s'imagine qu'il y a disons qu'on a une intelligence qui est supérieure à celle des autres. On peut dire que c'est une définition théorique, mais on se rend compte malgré tout tous les jours, si on lit les journaux, si on écoute la radio, quand même que les gens qui parlent en tant qu'intellectuels disent beaucoup plus de bêtises que tous les autres. Je dois dire que vous êtes un des rares, là aussi, dans le débat public, à ne pas aller polémiquer, je dirais, sur les plateaux, à avoir donc cette position où vous discutez les propositions, comme l'on dit, mais il n'y a pas d'assignation. Autre question, vous avez beaucoup aussi travaillé sur les questions de l'esthétique, de la littérature à travers le cinéma, la photo, donc je le disais, la littérature. Quelle place accordez-vous, par exemple, à la littérature dans le retour des idées réactionnaires aujourd'hui ? Bon, il y a toutes sortes d'écrivains, donc il n'y a pas de vocation de la littérature, On a l'impression de la littérature générale, mais bon, c'est vrai qu'on est quand même dans une période où on peut dire que dans ce qu'on appelle la littérature, dans la production dite littéraire, il y a quand même une espèce, disons, un peu d'appauvrissement de la veine fictionnelle. Malgré tout, beaucoup d'écrivains, on ne peut pas dire qu'ils inventent beaucoup de situations, d'histoires, de personnages, ainsi de suite, quoi. Mais bon, en revanche, effectivement, beaucoup racontent un peu leurs idées, leurs impressions, leurs sentiments, et quand on commence à raconter ses sentiments, en général, ça tourne toujours mal, quoi, parce que les sentiments qu'on ressasse, ça finit toujours par être précisément du ressentiment et du ressassement, quoi. Et par conséquent, de l'aigreur, quoi. Et puis, bon, c'est vrai que beaucoup d'écrivains sont d'abord des gens qui sont des idéologues, c'est-à-dire qui mettent une forme littéraire au service de ce qui est quand même des professions de foi politiques, généralement des professions de foi réactionnaires. Donc, oui, on a eu, bien sûr, tout le monde a en tête, je pense que si vous posez cette question, c'est que vous avez en tête le fameux Houellebecq, quoi. Entre autres. Oui, on voit bien, c'est justement ce qui est intéressant dans un cas comme le cas Houellebecq, c'est qu'il y a cette espèce de double jeu où la dignité de la littérature permet de donner place à des idées qui par exemple sont des idées réactionnaires complètement plates finalement, et effectivement, si elles étaient émises par un militant FN de base, qu'on mépriserait complètement, mais qui acquièrent leur dignité parce que justement, c'est une œuvre littéraire, quoi. Et en même temps, on pourrait dire, ça c'est mon jugement personnel, hein, qu'en même temps, effectivement, le plaisir qu'on peut avoir justement, au fond, encore une fois, il faut donner son rôle un peu à la passion, quoi. Il y a une espèce de passion, de grande réjouissance dans une partie du monde bien, quoi. On voit bien avec Zemmour aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on considère toujours comme une espèce de passion populaire de petites gens est quand même de plus en plus une passion de gens qui sont bien en place, de gens des beaux quartiers, de gens qui ont un certain statut public, un certain statut intellectuel, qui éprouve une certaine joie finalement à lire tout ça. En même temps, c'est de la littérature, donc vraiment on le prend pas au sérieux puisque c'est de la littérature, quoi. Et en même temps, disons, le fait de voir exprimer finalement ces idées qui sont dites incorrectes, alors qu'elles sont partagées malgré tout par la majorité un peu de ceux qui nous gouvernent, quoi. Donc elles sont en fait parfaitement correctes, quoi, en un sens, quoi. En même temps, ça permet d'excuser la relative faiblesse des écrivains qui les expriment, quoi. Peut-être nous allons, si vous en êtes d'accord, passer la parole à l'auditoire. Alors, on ne fera pas, pour les raisons sanitaires en cours ou encore en cours, passer le micro. Donc, vous êtes très nombreux et c'est très bien. Si des gens ont des questions, exprimez-vous, on va dire fort, à haute et intelligible voix et de façon courte et précise, de façon à ce que le maximum de personnes puissent intervenir ou poser des questions à Jacques Rancière. C'est beaucoup de choses. Moi, je peux pas répondre à tout. Je sais qu'effectivement, donc le livre de
de Catherine Malabou sur l'anarchie. Bon, je sais qu'elle parle de moi, mais je ne l'ai pas lu. Donc, ce que je peux dire est un peu général. Bon, ce que j'ai dit, effectivement, c'est que bon, il y a une composante, on peut dire, proprement anarchique dans l'idée même de démocratie, puisque l'idée même de démocratie suppose précisément qu'il n'y a pas d'archet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui sont en titre et qui ont en quelque sorte naturellement les titres pour gouverner les autres. Donc fondamentalement mon idée de l'anarchie. Bon, ça c'est une première chose, c'est-à-dire bon, ce qui veut dire positivement la foi en une espèce de capacité de n'importe qui et la foi en une espèce de capacité, bon, comme je disais tout à l'heure, des égaux en tant qu'égaux, quoi. C'est ça que ça peut vouloir dire aujourd'hui, bon, peut-être bon, l'anarchisme, quoi. Bon, cela dit, bon, l'anarchisme c'est aussi toute une multiplicité de traditions et de traditions historiques éventuellement complètement contradictoire, quoi. Donc, je pense qu'il y a une espèce de composante, qu'on pourrait dire anarchiste, de la démocratie qu'il faut effectivement absolument préserver, qui n'est pas nécessairement la même chose que, disons, la continuité, bon, disons, des partis, des fédérations anarchistes, etc., qu'on connaît. Donc, moi, j'ai toujours un petit peu dissocié l'idée anarchiste des partis, organisations anarchistes, bon, qui sont comme toutes les autres, finalement, je dirais, ils ont leur bon côté, leur côté un peu moins bon, quoi, si vous voulez. Bon, pendant très, très longtemps, j'avais, comme ça, bon, très exalté par l'idée d'une espèce de tradition proprement ouvrière, du syndicalisme révolutionnaire, justement contre la tradition marxiste, quoi, Puis bon, je me suis rendu compte que, disons, bon, par exemple, disons, sous la collaboration, un certain nombre de syndicalistes révolutionnaires avaient collaboré. Bon, donc voilà, qu'il n'y a pas de bonne tradition. Par conséquent, il faut toujours séparer en quelque sorte l'espèce de substrat, bon, de substrat anarchiste ou anarchique de son incorporation à telle ou telle doctrine particulière ou tel parti particulier. Alors pour la seconde question, alors là, je ne saurais pas vous répondre. Là, vraiment sur le rapport entre, disons, Jacques Otto et cette question de la détermination de la traduction, je ne pourrais pas vous répondre, excusez-moi, effectivement, c'est un peu trop précis. Bon, pour ce qui est de liberté, égalité, fraternité, pour moi, ça se ramène à une certaine idée de l'égalité, comme reconnaissance, effectivement, de l'égale capacité de chacun, quoi. Pour moi, en un sens, cette reconnaissance de l'égale capacité de chacun, c'est quelque chose qui, précisément, comprend, en quelque sorte, bon, l'idée de liberté, en la séparant quand même de ce qu'elle est un peu devenu, parce que, bon, l'idée de liberté, actuellement, c'est un peu la liberté comme libre choix, qui en gros effectivement bon vous allez choisir bon entre Pécresse et Le Pen, bon c'est très bien, entre Pécresse et Macron, bon c'est ce qui pour moi est à peu près la même chose que de dire effectivement que tu penses que le type de liberté qu'on exerce tous les jours par rapport, disons, à la marchandise, quoi. Effectivement, dans l'idée dominante de la liberté actuellement, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire bon le libre choix, mais ce qu'on appelle libre choix est purement en quelque sorte bon, une espèce de choix entièrement déterminé par une offre, que ce soit une offre marchande ou bien une offre étatique, une offre gouvernementale, quoi. Bon, et fraternité, bon pour moi aussi c'est en quelque sorte l'espèce de conséquence aussi de cette idée de l'égalité comme reconnaissance de l'égale capacité de chacun. C'est-à-dire que la fraternité, c'est pas le fait qu'on s'embrasse, quoi. C'est pas le fait qu'on s'embrasse, c'est le fait qu'on se reconnaît comme détenteur de la même intelligence, comme détenteur de la même capacité, quoi. C'est la pratique qui devrait donner la réponse et pas moi, quoi. Mais fondamentalement, je dirais que qu'est-ce qui est au cœur du républicanisme, de l'idéologie républicaine, c'est précisément l'idée que bon, l'universel, en quelque sorte, ça y est, il est fixé, il a ses textes, il a ses codes, il a ses principes, il a ses normes, etc., quoi. Et que bon, il faut que les individus, etc., se soumettent à un universel, quoi. L'autre idée d'universalisme que pour le coup je partage avec Badiou, dont on parlait à l'instant, quoi, disons, c'est que l'universel n'est pas quelque chose qui existe, l'universel est quelque chose qui se crée et qui se crée effectivement dans des pratiques, qui se crée dans des combats, quoi. En l'occurrence, bon, donc on avait la question du voile. Bon, bien sûr, il y avait. J'essaye de montrer que tous les universels qu'on utilise, bon, aucun ne marche, parce que dans tous les cas, dans la question du foulard à l'époque, pas la question du voile, quoi, qui était la question vraiment du foulard sur la tête, quoi, on demande toujours à l'universalisme finalement, dans tous ces cas, précisément de justifier des mesures qui sont des mesures de particularisation. Et tout ce que je dis effectivement, c'est que qu'est-ce qui aurait pu changer les choses, ce serait effectivement un mouvement politique capable effectivement de repenser les choses de ce point de vue que je dis être sur le point de vue de l'égalité de n'importe qui avec n'importe qui, quoi. C'est-à-dire essayer de repenser la question des particularismes dits culturels, quoi, par rapport à cette question de la capacité égale de tous. Mais ça c'est quelque chose qui peut être fait par les mouvements. Bon, c'est vrai qu'il y a une espèce de scission quand même un peu radicale, qui s'est faite, quoi, qui a produit effectivement cette espèce de situation où on a
disons un petit peu les gens de la loi républicaine, universelle républicaine, et puis bon, disons des choses un peu comme Ouria Boutelja, etc., mais ce type-là, et puis entre les deux, des gens qui se demandent, bon, bah, je suis pas de ce côté-là, je suis pas de celui-là, quoi. Voilà, on est dans une espèce de faille, c'est-à-dire effectivement, que ce soit quoi j'en ai appelé, mais bon, moi je suis pas dirigeant politique, etc., c'est bon, un mouvement capable effectivement de produire quelque chose qui dépasse, disons, les républicains d'un côté, les indigènes de la République de l'autre. C'est universel, bon, c'est universel qui s'affirme dans l'action elle-même, c'est-à-dire pas dire précisément, mais c'est bien ce qui se passe dans la plupart des mouvements, la plupart des grands mouvements démocratiques sont des mouvements qui partent de presque rien, quoi, presque rien. Bon, si vous prenez 68 les histoires des examens à Nanterre, bon, si on prend l'histoire du prix des transports à Rio ou à Santiago, bon, voilà, si on prend l'histoire de ce malheureux petit jardin qui est pas tellement beau, bon, à Istanbul, qui a donc été à l'origine de grands mouvements de Gezi Park, quoi. Bah, voilà, bon, il y a en quelque sorte, au départ, quelque chose qui est particulier. Et puis, bon, il y a des mouvements qui font que quelque chose qui est particulier devient une espèce de rapport un petit peu général à un ordre donné, quoi. Il produit l'idée, effectivement, d'un universel bon, qui est enrichi par rapport à simplement l'idée que l'universel, ça existe, c'est la loi, quoi. D'une certaine façon, je dirais que bon, il y a des mouvements d'universalisation qui se produisent effectivement, bon, qui retombent. Bon, je dirais, vous pouvez dire, la Révolution française, c'est un mouvement d'universalisation. Bon, quand les gens vous disent la République aujourd'hui, bon, c'est un universel qui est supposé déjà exister, qui est simplement au fond la contrainte de l'ordre existant, quoi. Bon, un peu tous les universels qui sont statutaires résultent de mouvements d'universalisation. Disons, la politique telle qu'elle a toujours été pratiquée, bon, est malgré tout une affaire qui concerne la question de l'égalité ou de l'inégalité entre les humains, quoi. Alors, comment introduire effectivement les non-humains dans l'affaire? C'est un petit peu actuellement, le grand truc dont on voit bien qu'actuellement, l'écologie ne sort pas, parce qu'il ne suffit pas que les scientifiques disent quelque chose. Bon, il ne suffit pas que les scientifiques nous disent, voilà, il y a une espèce de contrainte absolue. La question, c'est comment on transforme ça en politique. Bon, alors, il y a cette espèce de grande difficulté que, lorsqu'on vous dit il faut faire de la politique avec les non-humains, il faut faire de la politique avec les éléments, faire de la politique avec les océans, faire de la politique avec les animaux, etc. Oui, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire exactement dans la mesure où ça ne peut pas être effectivement ce qu'on entend nous comme politique, à savoir finalement une espèce de reconnaissance de la capacité égale. Et de l'autre côté, est-ce que ça va être simplement une espèce de relève technocratique de la politique, ce qui est quand même la pensée de beaucoup de penseurs écologiques. C'est quand même l'idée aussi, toujours c'est un peu cette idée qui est aussi l'idée consensuelle, à savoir, les bagarres c'est fini maintenant, les conflits c'est fini, il y a une nécessité, il y a une urgence, et maintenant c'est fini, quoi. Mais quand on dit que c'est fini, ça veut dire quoi? Qu'on renvoie à un pouvoir qui est capable de mettre en application, disons, les données, les indications, les prévisions de la science. Et bon, donc il y a toujours un peu de despotisme éclairé, souvent dans un certain type de discours écologique, un certain type, parce que justement, on voit bien que il y a une espèce d'écart radical entre des espèces de pensées du remplacement de la politique par autre chose, quoi, qui est au fond une espèce de reprise d'un thème qui était déjà celui saint-simonien au XIXe siècle. On va savoir, maintenant, quand on parle du Parlement des choses, par exemple, quoi, qu'il faut un Parlement des choses, quoi, ça me rappelle effectivement la grande idée du saint-simonisme, qu'il fallait passer du gouvernement des hommes à l'administration des choses. Ça marche pas non plus comme ça, quoi. Malgré tout, disons, l'avenir de la planète, actuellement, il est pris en charge, là où il est pris en charge, de deux manières, quoi. Au niveau des grandes décisions, donc, négociations entre États où chacun essaye d'en faire le moins possible pour son compte, et puis des actions qui sont des actions effectivement précises, locales, un peu partout à travers le monde. Il y a des communautés qui essayent de défendre leur environnement, leur milieu de vie. Et j'avoue que pour l'instant, c'est difficile de voir le dépassement de cette espèce de scission. À quelles conditions on peut habiter ensemble? Oui, le problème, c'est que, malgré tout, le nombre de gens qui vont y donner une réponse est extrêmement limité. C'est-à-dire que, disons, les arbres ne vont pas y répondre, le climat ne va pas répondre, les océans ne vont pas répondre, les rivières ne vont pas répondre, les icebergs ne vont pas répondre. Je dirais que, de toute façon, ce sera toujours des humains, qu'on le veuille ou non, qui vont répondre. Alors,
comment est-ce qu'ils vont répondre, quoi? Finalement, on revient toujours sur le même problème. Est-ce qu'ils vont répondre au nom d'une espèce d'égale capacité de tout le monde? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont répondre au nom de l'égale capacité des Indiens d'Amazonie à savoir ce qu'il en est de la déforestation et du réchauffement climatique? Et puis, voilà. Ou bien est-ce que, bon, effectivement, ça va être, disons, renvoyé à, bon, encore une fois, une espèce de décision globale prise par des pouvoirs étatiques, super étatiques, qui auront consulté les savants. Donc, on retombe toujours d'une certaine façon dans la même antinomie, quoi. Bon, alors comment on va sortir des 30 inglorieuses, Jacques Rancière? Oh ben bon, les gens qui sont là, ils peuvent déjà commencer un grand mouvement démocratique de masse et bon, ça va aller très bien, quoi. Bon, bien, nous en terminerons là. Merci Jacques Rancière d'avoir été avec nous. Merci à vous toutes et à vous tous d'être venus si nombreux. Je rappelle qu'on pourra retrouver cette conversation sur les podcasts de la librairie qui sont réalisés grâce à nos amis de Radio que l'on remercie vivement. Merci beaucoup, bonne soirée à vous et d'ici nos prochaines rencontres, portez-vous bien. Merci beaucoup. Jacques Rancière était à la librairie Ombre Blanche à Toulouse vendredi 11 février 2022. Il y présentait Les 30 Inglorieuses, scènes politiques 1991-2021 aux éditions La Fabrique. Jacques Rancière est aussi l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Le temps du paysage aux origines de la révolution esthétique en 2020 aux éditions La Fabrique et chez ce même éditeur, Les temps modernes, art, temps politique en 2018, Les écarts du cinéma en 2011 ou encore En quel temps vivons-nous? Conversation avec Éric Hazan en 2017. Réalisation et mise en onde de la rencontre Radio.